D'après Dominique Demange, les questionnements théologiques relatifs aux lieux, aux mouvements et aux opérations des substances angéliques ont conduit au XIIIe siècle à l'instauration d'une physique de l'action. Par physique de l'action, il faut entendre une transformation des rapports entre l'action et le mouvement, tel qu'Aristote les avait présentés. Selon le Stagirite, le mouvement, kinésis, et l'action, au sens d'énergeia, sont deux formes différentes d'actualisation, la première procédant par destruction du terme initial au profit d'un terme final qui lui est contraire, la seconde réalisant au contraire le terme initial dans l'état final. Tandis que dans le mouvement, la finalité n'est accomplie qu'au terme du processus, dans l'action, la fin est réalisée par l'exercice même de l'action, comme le montre le cas de la perception sensible. En ce sens, l'action est un cas particulier du mouvement. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. C'est à partir du XIIIe siècle que se dessinerait une tendance inverse, conduisant à élargir la physique du mouvement. Et cette physique est élargie à l'action des substances séparées à côté de celle des substances corporelles. Ainsi, débordant le cadre aristotélicien de la physique du mouvement, cette nouvelle physique, je cite l'auteur, ne porte plus désormais sur le mouvement comme étant son objet principal, mais sur les lois d'action et d'interaction des substances, le mouvement apparaissant alors comme un effet particulier de l'action. Fin de citation. Ces lois d'action s'exprimeraient sous la forme d'influx, de rayonnement ou encore de diffusion sur le modèle des théories optiques héritées des savants arabes, notamment de Al-Hassen. En outre, la raison principale de ce changement serait théologique, dans la mesure où les débats sur les opérations angéliques auraient constitué l'impulsion d'un questionnement autour de certaines limites que rencontrait déjà la physique aristotélicienne, comme sur les questions du lieu, du temps et, comme on vient de le voir, de l'action à distance. Poussant cette réflexion aux confins du paradigme aristotélicien, ces questionnements ont dû eux-mêmes composer avec un contexte doctrinal extrêmement complexe, mêlant les influences néoplatoniciennes à celles d'Averroès, du Pseudo-Denis, d'Isaac Esraéli, d'El-Kindi, d'Augustin et même du Liber Necosis. Il m'a semblé intéressant de sonder ces affirmations en me tournant vers le début du XIIIe siècle, donc nous allons remonter en deçà de la période étudiée par Nicolas tout à l'heure, et j'ai choisi deux commentaires du Liber Necosis à la Faculté des Arts de Paris. Le premier est celui de Roger Bacon, il s'intitule « Les Questiones supra Librum Necosis », et le second est attribué au Pseudo-Henri et s'intitule, de manière remarquablement et originellement très différente, « Questiones in Librum Necosis ». Il s'agit, à vrai dire, de questions plutôt que de commentaires à proprement parler, et c'est la raison pour laquelle, dans l'exposé, je parlerai de questiones. En dépit d'immenses incertitudes concernant la datation et la contextualisation des questiones de Bacon, celles-ci peuvent être approximativement situées aux environs de 1245, même si Yael Kedar les situe plutôt vers la fin des années 40, c'est-à-dire à une période où Bacon enseigne à la Faculté des Arts de Paris. En tout cas, est censé enseigner à la Faculté des Arts. Le Pseudo-Henri, quant à lui, selon l'éditeur Swanepoel, situe ces questiones situées entre 1245 et 1255, en tout cas à une époque légèrement postérieure à celle de Bacon. Alors, pourquoi ces deux commentateurs, outre le fait contingent que je travaille sur l'un des commentaires? Tout d'abord, le choix de Bacon s'explique par l'importance qu'il a jouée dans cette dite physique de l'action. Rappelant dans le Compendium Studii Theologiae que la connaissance des principes de l'action des substances est préliminaire à l'exercice même de la théologie, il en propose la théorisation sous forme de la très célèbre doctrine de la multiplication des species, qui est développée dans un ouvrage plus tardif, le De Multiplicatione Specierum. On cite beaucoup moins et beaucoup plus rarement les questiones supra Librum Necosis, qui constituent pourtant, à mon sens, un éclairage intéressant sur la notion d'action. D'où mon choix. Le choix du Pseudo-Henri s'explique par l'étonnante proximité entre le commentaire de la proposition 1 du Liber Necosis, donc une partie seulement des questiones de Henri, et celui de Bacon. L'exposé du commentaire du Pseudo-Henri est beaucoup plus clair et systématique que l'analyse tâtonnante et laborieuse de Bacon, mais cette dernière offre plus de détails sur la description de l'action par un flux, et donc je suivrai l'ordre d'exposition des questiones de Bacon en me référant ponctuellement et en parallèle à celle du Pseudo-Henri. Il peut sembler étrange de choisir des commentaires du Liber Necosis pour étudier la notion d'action plutôt que des commentaires sur la physique.
Mais à l'instar du Liber de Causis lui-même, ces deux commentaires constituent un véritable laboratoire d'idées, pour reprendre l'expression de Paul Magnard. Le Liber de Causis est un topos idéal pour l'étude de l'action des substances séparées, puisqu'il en détermine le rang dans la hiérarchie des causes, actives dans la génération et la création. Topos singulier s'il en est, puisque Bacon attribue l'œuvre à Aristote, tandis que le pseudo-Henri l'attribue à Al-Farabi. En outre, l'œuvre est fréquemment citée comme autorité dans les commentaires de physique et de métaphysique de Bacon, et enfin, elle est considérée comme un ouvrage de philosophe au lieu de théologien. La notion d'influx, surtout, en héritage direct du néoplatonisme, constitue le cadre d'une tentative d'uniformisation de l'action naturelle autour de l'action par influx de virtus. Les questionnaires du pseudo-Henri offrent ici une introduction qui malheureusement manque dans le commentaire de Bacon et qui précise que l'étude du Liber de Causis constitue une science à part entière, distincte des autres sciences, dans la mesure où celle-ci étudie les causes du point de vue de leurs opérations, ici sous la raison d'influx. Ce qui veut dire que l'étude du Liber de Causis constitue un champ épistémique privilégié pour la notion d'action. Or, l'un des points d'appui pour développer la notion d'action par influx est une distinction entre deux types d'action, l'action par la substance ou par contact, et l'action par influx de puissance, c'est-à-dire moyennant intermédiaire, une virtus. C'est sur cette distinction que je vais me pencher dans cette conférence. Alors, pour annoncer un plan, parce que l'exposé risque d'être long, je commencerai tout d'abord par une mise en contexte de cette distinction dans les deux questionnaires. Je mettrai ensuite en exergue deux critères essentiels à cette distinction, qu'on a vu tout à l'heure avec l'exposé de Nicolas, le critère de la distance et le critère de l'intermédiaire. J'essaierai au fil des analyses de mettre en lumière une tendance très nette dans les questionnaires de Bacon à régionaliser l'action par la substance au profit de l'action par influx, et puis j'essaierai de proposer quelques pistes interprétatives. La question de l'action par influx de puissance est développée dans le cadre du commentaire de la proposition 1 du Liber de Causis, la cause première influe-t-elle plus que la cause seconde? Le cadre de la définition de l'action par influx est donc celui de l'ordre des causes. Celles-ci répondent à un ordre hiérarchique conditionné par deux critères de supériorité, l'universalité de la cause et sa nature spirituelle. Ces deux ordres de supériorité se mêlent sans s'équivaloir. La réponse à cette question passe chez les deux auteurs par une introduction assez remarquable, dont vous avez les deux titres sur la diapo, qui tente de délivrer une définition de l'action par influx et de justifier l'uniformisation de l'action naturelle autour de cette notion d'influx. Ainsi, le questionnement du Liber de Causis relatif à l'ordre des causes devient ici un questionnement sur l'influx comme mode d'action des causes naturelles. Le mouvement général que l'on peut déceler dans cette introduction est le suivant. L'ensemble des causes est reconduit progressivement aux causes actives, ou du moins possédant une agentivité apparentée à celle d'une nature efficiente. Deuxièmement, cette action est définie comme une action par influx, plutôt que comme une action par substance, par la substance, qui a tendance à être plutôt écartée. Et sans vouloir trop schématiser le propos, j'ai fait beaucoup de tableaux, j'espère ne pas surstructurer le texte ou écraser le texte par trop de volonté de cohérence, mais c'est pour clarifier le propos. Donc, sans vouloir trop schématiser le propos, on pourrait représenter la structure sous-jacente des questionnaires concernant la notion d'action de la manière suivante. Il est tout d'abord question de l'action de la cause première. Le terme action apparaît explicitement, de même que agere, pour désigner l'action de la cause première, en l'occurrence l'acte de création, d'une part, qui s'opère par la volonté pure, sans intermédiaire, et l'acte, d'autre part, de maintien dans l'être des créatures, qui s'opère, dit Bacon, par influx, mais en fait, il s'agit d'un acte de création ex nihilo d'une virtus. Action de la cause seconde, ensuite, l'intelligence, qui se duplique elle-même entre une action productrice génératrice et une action cognitive. L'action productrice a lieu sur les substances corporelles sensibles par le moyen du ciel, c'est-à-dire par l'influx d'une virtus qui est produite de novo dans le ciel. Donc il s'agit également d'un influx au sens assez particulier de production de novo. L'action cognitive est relative à plusieurs objets, j'ai les mis ici, à la cause première tout d'abord, qui s'opère par le moyen de spéciès des créatures, aux autres intelligences ensuite, dont la connaissance s'opère également par le moyen d'une spéciès, et relative aux substances particulières
qui sont connus par les formes qu'on crée et pour certaines autres substances par irradiation directement sur les spécies corporelles. Vient ensuite l'action du ciel, qui procède par influx de virtus sur les substances particulières corporelles. Et enfin, j'ai rajouté à ce tableau, même si le liberdécosis n'en fait pas son objet, l'action des substances particulières, productrices d'une part, par émission et influx de virtus, et cognitives d'autre part, par émission de spécies. Bon, il s'agit d'un tableau général, je vais en prendre des morceaux que je vais expliquer. Comme on le voit pour l'instant, l'action par influx concerne principalement deux types d'actions dans les questionnaires, la génération et la cognition. La première distinction qui apparaît est une distinction entre l'action par volonté et l'action par influx. Et je vous ai mis ici à nouveau un tableau qui précise l'avancement, le mouvement de définition des types d'actions. Et il faut regretter sans doute que l'action par la volonté ne soit pas davantage développée dans les questionnaires, ni chez celle de Bacon, ni dans celle du pseudo-Henry, en dépit de l'importance souvent affirmée d'une distinction entre volontaire et naturel. Pour l'action de la volonté, le cadre conceptuel est celui de la cause première. Celle-ci est dite créée en agissant par sa volonté pure et infinie, sans intermédiaire d'aucune sorte. Elle s'oppose en ce sens à l'action par influx, dont la première caractéristique est d'agir selon un intermédiaire. Cependant, comme toute action suppose que l'agent informe le patient, l'action de la cause première est aussi, en un certain sens, une action par influx. La suite du texte nous apprendra que cet influx est en réalité une création ex nihilo d'une virtus qui maintient l'être des créatures. L'action par influx est donc informative, ce qui la rend compatible avec l'action volontaire, puisque c'est le statut de cet intermédiaire, la virtus informative, qui le permet, puisqu'il n'a pas l'être d'une cause. La distinction entre l'action par la volonté et l'action par influx, assimilée ici à l'action naturelle, laisse penser qu'il est évident que toute action naturelle soit une action par influx. Or, tel n'est pas le cas d'emblée, comme le montre la présence récurrente dans la suite du texte, et j'en viens enfin à mon propos, d'une distinction entre deux types d'actions naturelles, l'action par la substance, par le contact, et l'action par influx de puissance ou de virtus, c'est-à-dire par l'émission d'une virtus à distance du patient. Nous y voilà. Notons tout d'abord que, concernant cette distinction, les deux auteurs font usage de cette distinction plutôt qu'ils ne l'instituent. Alors bien sûr, il y a un soin particulier qui est mis à analyser l'action par influx et qui montre que cette action est loin d'être communément admise, ou en tout cas qu'elle demande à être clarifiée, mais il semble clair que les deux auteurs ne sont pas les inventeurs de la distinction. Alors à ce titre, mais je ne pouvais pas encore augmenter le contenu de ma présentation, il aurait été utile de faire des recherches sur la genèse de cette distinction, mais c'est une étude à part entière, très difficile d'ailleurs, parce que les maigres recherches que j'ai pu faire m'ont conduit sur des becs de gaz, et qui sort de toute façon de l'objet de la conférence. Disons simplement, pour situer grosso modo le contexte, qu'on retrouve cette distinction dès le début du XIIIe siècle, chez Richard Rufus, et dont Regaud a montré l'influence sur certains écrits de Roger Bacon, notamment les écrits sur la physique. Rufus distingue en effet entre le contact mathématique, on l'a vu tout à l'heure, entre un agent et son patient, qui concerne seulement les surfaces, et le contact naturel, selon lequel l'agent influe une puissance dans le patient. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, cette distinction deviendra très courante et on la retrouve chez de très très nombreux auteurs. Dans les questionnaires, une difficulté apparaît cependant, en tout cas une particularité, parce que l'action par la substance n'est pas uniquement assimilée à l'action par le contact des surfaces, mais aussi à l'action par la présence ou par l'essence de l'agent. Alors, il s'agit là en fait d'un sens très courant de l'expression secundum substantiam, selon l'essence, lorsque celle-ci est prise en dehors du contexte d'opposition à l'action par influx, notamment par exemple dans le contexte trinitaire. Est-ce que ces deux sens sont équivoques ? Rien n'est précisé à ce sujet dans les questionnaires, mais je pense qu'on peut tenter une clarification. Premièrement, l'action par la substance au sens de contact concerne plutôt l'action d'un agent externe au patient qui touche la surface du patient. D'autre part, l'action par la substance au sens de la présence concerne plutôt un agent interne au patient, comme par exemple l'âme par rapport au composé, au corps.
La première définition de l'action par la substance suppose le critère de la distance. La seconde définition met en avant le critère de l'intermédiaire. Ce sont ces deux critères que l'on retrouve exactement dans la seconde définition, celle de l'action à distance, puisque agir par un flux suppose clairement une distance entre l'agent et le patient qui nécessite un intermédiaire pour rester au sein du paradigme de l'action contiguïste. Penchons-nous un instant sur le premier critère, c'est-à-dire la distance. Thérèse Bonin faisait déjà remarquer dans des études sur Albert Legrand qu'une ambiguïté grève la notion de distance dans le Liber de Causis, puisqu'elle peut aussi bien signifier la distance au sens de la procession, c'est-à-dire la distance essentielle qui manifeste le degré d'éloignement ou de privation de ressemblance par rapport à la cause première, et la distance locale qui sépare des corps. Les questionnaires de Bacon tranchent clairement en faveur de la distance au sens local entre les substances, comme le montrent les deux citations sur la diapo. Pourtant, les choses sont loin d'être aussi claires. En recueillant les éléments décisifs des discussions dans les nombreux passages où il est question de la distance de l'agent par rapport au patient, voici ce que pourrait signifier, à mon sens, l'action à distance. Et j'ai à nouveau fait un tableau. On pourrait reprendre tout d'abord le cas des causes externes, en commençant par les causes efficientes naturelles, d'abord universelles, qui peuvent être dites à distance de la surface du patient et de la profondeur du patient. Celles-ci agissent par un flux de virtus. Les causes efficientes particulières sont distantes de la profondeur du patient, mais pas de la surface. Elles agissent par un flux, mais de manière moins puissante que les causes universelles. Les causes motrices artificielles ne sont ni distantes de la surface du patient, ni de la profondeur, on comprendra tout à l'heure pourquoi, elles n'agissent pas par un flux de virtus. Un cas particulier est celui de... Excusez-moi, où est-ce que je l'ai mis? Il a disparu. Non. Il est sans doute tout en dessous de la diapo, mais c'est un cas particulier, donc ça n'a pas trop d'importance. C'est le cas de la fin qui n'est dite agir que métaphoriquement, c'est-à-dire non pas selon la vérité. Le deuxième cas, c'est le cas des causes internes, avec tout d'abord cette fois-ci, oui, j'ai la bonne diapo, avec tout d'abord des causes qui sont non distantes de la profondeur du patient et passives, comme la matière, qui n'agit pas par un flux de virtus. Ensuite, des causes non distantes de la profondeur du patient, mais avec une forme d'activité, la potentia activa, je reviendrai dessus tout à l'heure, qui est une forme incomplète dans la matière. Elle n'agit pas par un flux de virtus ou seulement par procuration, c'est-à-dire dans la mesure où elle reçoit une virtus. Les causes qui sont non distantes de la profondeur du patient, mais actives au sens plein du terme, cette fois, la forme complète, immédiatement présente au composé qu'elle détermine, qui agit selon Bacon par un flux au sens large de l'influx. J'y viendrai également tout à l'heure. Et enfin, les causes non distantes de la profondeur du patient, mais distantes d'une partie du composé, comme par exemple l'âme qui est prise dans une partie plus noble du corps, le cœur, par rapport aux membres, et qui est censée être à distance de ces parties. On voit que l'action par un flux de puissance est réservée aux substances naturelles, actives et à distance de leur effet. Pour tenter de comprendre ce que signifie la distance dans ces questionnaires, je vais développer deux passages du commentaire de la proposition 1 et principalement chez Bacon. Le premier passage traite de l'action des causes universelles et particulières dans la génération des substances. La génération suppose le concours de causes universelles, comme le ciel, et particulières, comme le père. Des deux côtés, ici, les questions de genre. Comme l'objet de la première proposition du Liber de Causis est de montrer que les causes supérieures influent plus que les causes inférieures, les causes universelles sont dites influer plus que les causes particulières. La raison avancée est particulièrement intéressante. Si les causes universelles influent plus, c'est parce qu'elles sont plus distantes du patient. En effet, elles sont à distance de la surface du patient, tandis que les causes particulières ne le sont pas. On serait donc tenté de dire que les causes universelles agissent par un flux, alors que les causes particulières agissent par contact. Pourtant, tel n'est pas le cas. Si les causes particulières sont bien contiguës à la surface du patient, il n'en reste pas moins qu'elles sont distantes de la profondeur du patient. Elles agissent donc, elles aussi, en influant des virtus, même si elles influent moins que les causes universelles, puisqu'elles ne sont distantes que de la profondeur du patient. Alors, ça n'a l'air de rien, mais quelque chose de très important se joue ici, sans que les choses ne soient explicitement dites, ni résolues d'ailleurs.
à mon sens. Si vous avez une solution, elle est la bienvenue. La distinction entre la surface et la profondeur est typique de la distinction entre l'action par la substance, qui agit en surface, et l'action par un flux, qui agit en profondeur. Selon une lecture classique de cette distinction, c'est parce que l'agent ne peut être conjoint à la profondeur du patient selon la substance qu'il doit lui être conjoint selon la virtus. Cela veut dire que le texte pourrait être lu de la même manière en disant que l'action par contact ou par la substance ne suffit pas pour la génération. Mais que signifie cette profondeur? À quoi cela fait-il référence? Fait-elle référence à la transformation substantielle du patient plutôt qu'à un simple contact? Ou désigne-t-elle la profondeur d'un corps, c'est-à-dire sa tridimensionnalité, plutôt que sa surface? Un autre passage relatif à l'action des causes artificielles permettra peut-être d'avancer dans le propos. L'agent artificiel agit-il par influx de puissance? La réponse est négative. Pourtant, l'instrument peut induire des transmutations dans la matière. Il peut même s'enfoncer au plus profond de la matière. Ne dira-t-on pas alors qu'il influe des virtus? Non, dit le texte. Un exemple, repris plus loin dans les questionnesses, l'illustre. Lors de l'impression d'un seau dans la cire, le seau peut s'enfoncer dans la cire jusqu'à en soulever les bords, sans pour autant transformer la nature de la cire. Il ne génère rien en elle, même si l'on peut dire d'une certaine manière qu'il influe en elle des transformations, des actions, des passions. En d'autres termes, l'action de l'agent artificiel semble cantonnée à l'action par pur contact, quelle que soit la profondeur dans laquelle il s'enfonce. Elle ne génère pas de virtus parce qu'elle ne transforme pas substantiellement son patient. Les choses ne sont pas dites aussi explicitement, mais un passage des commentaires sur la métaphysique peut venir conforter cette idée. La distinction entre l'agent artificiel et l'agent naturel apparaît en effet lorsque Bacon tente de justifier qu'il faut à la génération non seulement une matière et un agent externe, mais aussi un agent interne, appelé potentia activa dans la matière. En effet, la génération est un processus de développement d'une forme incomplète, déjà présente dans la matière sous la forme d'une potentia activa, jusqu'à l'accomplissement de sa forme complète, parfaite, et en ce sens, la génération s'apparente à un mouvement, puisqu'elle prend du temps. La potentia activa est un janus à double face. Elle a une forme d'agentivité au regard du composé qu'elle informe, même si elle le fait incomplètement. Elle est passive au regard de la virtus influée par un agent externe, universel ou particulier. En d'autres termes, son agentivité ne se manifeste que parce qu'une virtus extérieure est influée en elle. Or, les mêmes commentaires nous apprennent que la différence entre l'action artificielle et l'action par influx dans la génération relève de la présence de la potentia activa. Elle est précisément ce qui manque à l'action artificielle pour s'apparenter à la génération. Nous pourrions donc conclure, ou déduire, je ne sais pas si cette hypothèse est correcte, que la profondeur dont il est question dans l'action par influx des causes universelles et particulières est la potentia activa. Raison pour laquelle l'action par contact de surface ne suffit pas. Cependant, l'action par contact de surface est-elle pour autant exclue? En d'autres termes, l'action par influx doit-elle être comprise comme une action à distance au sens strict du terme, c'est-à-dire sans contact? Il ne me semble pas. Dans le De Multiplicatione Specierum, qui est une œuvre plus tardive de Bacon, Bacon fait référence à une thèse défendue par la multitude, dit-il, et qui a été identifiée par Yaël Kedar et Dominique Demange à la position de Pierre Olivier, selon laquelle, dans l'action naturelle, l'agent infuse une virtus dans la profondeur du patient pour en déduire l'effet. Infuser signifie ici agir uniquement par un flux, et agir uniquement par un flux, c'est agir à distance, au sens propre du terme, cette fois. Cette thèse s'appuie sur la distinction entre l'action par la substance et par la virtus. Dans l'action naturelle, l'agent ne peut être conjoint selon la substance à l'intérieur du patient, et donc doit lui être conjoint selon la virtus. C'est ce qu'affirment les questionnesses, on vient de le voir. Cependant, pour la thèse qui est présentée ici, l'influx suppose l'infusion d'une virtus à l'intérieur du patient. Or, parler d'infusion suppose que la virtus ne soit pas engendrée, à l'inverse de ce que Bacon dit dans les questionnesses, mais infusée, et que dès lors, elle diffère de l'effet final de l'action qui, lui, est engendré, et donc elle n'est qu'un instrument de l'éduction d'un effet final qui est produit à la ressemblance de l'agent. Or, les questionnesses ne partagent pas cette dernière idée.
En effet, Bacon souscrit plutôt à l'hypothèse d'une multiplication des spécies dans le milieu, qui est traduite par un engendrement des spécies par leur agent. Les virtus ou spécies sont engendrés à la ressemblance de leur agent. Alors, je reviendrai tout de suite sur la multiplication, du moins si j'ai le temps, mais disons pour l'instant que l'infusion et la multiplication sont incompatibles. Si l'on veut vraiment trouver un corrélat de l'idée d'infusion dans les questiones, il faut plutôt se tourner vers l'action des substances spirituelles supérieures, comme l'intelligence par exemple, qui produit de novo une virtus dans le ciel pour le faire agir sur les substances corporelles. On pourrait même aller plus loin. Ce qui suit relève peut-être un peu de la spéculation, mais on peut trouver dans le commentaire cette fois sur la physique de Bacon, auquel faisait référence Nicolas tout à l'heure, la distinction entre l'action par la substance et par la virtus qui innerve toute la catégorisation du mouvement. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble des critères parce que sinon on est parti pour 2 heures, mais disons, pour résumer le propos, on peut proposer sous forme d'un petit tableau. Premièrement, le mouvement selon le lieu, qui est le mouvement local, qui reprend 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le mouvement local naturel, le grave, le léger par exemple, qui exige un contact par la substance. C'est intéressant parce que Bacon dit, il répète plusieurs fois, que l'action par influx de virtus, ici, ne suffit pas pour le mouvement local. Il faut un contact des surfaces. De la même manière qu'il ne suffisait pas d'une action par la substance pour la génération, il fallait une action par influx. Le mouvement local violent, comme la projection, est longuement débattu sur plusieurs questions. Il exige lui aussi un contact par la substance. Et pour expliquer comment le projectile peut avoir un mouvement contraire au milieu qui le porte, Bacon mêle 2 hypothèses. Une première qui est classique, et qui vient plus que probablement, comme Regaud l'a montré, de Rufus, la présence de parties réinclinantes dans l'air ou dans l'eau qui redirigent le projectile, et d'autre part, l'hypothèse qui viendrait d'Averroès, selon laquelle la fluidité du milieu maintiendrait le projectile en mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un intermédiaire dans l'action par contact, enfin dans l'action du mouvement violent, c'est le milieu qui joue le rôle de cet intermédiaire et non la virtus. Donc il n'y a pas d'action par la virtus. Alors le cas de l'attraction magnétique est hautement problématique, même s'il est très intéressant, je ne vais malheureusement pas le déployer, je vous réfère aux travaux de Nicolas Weil-Parot. Disons que ce qui est intéressant, c'est que dans l'explication de ce commentaire sur la physique, Bacon propose une solution selon laquelle la virtus recouvrirait le contact par la substance. C'est-à-dire que l'attraction magnétique s'opérerait à la manière d'un contact par la substance et par la virtus, par l'influx que l'agent opère dans le patient. Je ne suis pas claire du tout dans mon explication, je recommence. Donc, l'aimant influe par sa virtus une force dans le patient qui excite la virtus du fer et qui la renforce de manière à mouvoir le fer jusqu'à l'aimant. Et ce mouvement est expliqué comme un mouvement selon la substance et selon la virtus. Voilà. Donc on n'est pas avec, comme le rappelait Nicolas tout à l'heure, avec l'hypothèse de multiplication de spécies, on est dans une forme antérieure d'explication, je dirais. Mais je laisse ce cas-là de côté. Je vais plutôt me pencher sur l'un des derniers types de mouvements, le mouvement selon la qualité ou mouvement d'altération, qui est aussi, lui, très longuement discuté. Alors je vais tenter de résumer les discussions. À l'inverse du mouvement local, l'altération suppose, dit le texte, une distance. Par exemple, le ciel, le feu, le sensible doivent être à distance pour produire un effet. Dès lors, l'altération exige une action par la virtus. Et cette action suffit, dit Bacon, hoc sufficit. L'expression de la thèse est la même que celle que nous avons vue. Donc, il y a conjonction selon la substance, mais pas conjonction selon la substance, mais selon la virtus. À l'argument qui oppose qu'alors la virtus, prise cette fois comme forme perfective de la chose, risquerait d'être séparée de la substance, ce qui est impossible, puisque la perfection de la substance ne peut pas être séparée de la substance elle-même, et que dès lors la solution serait nulle, Bacon répond qu'en réalité, les corps altérants sont conjoints selon la virtus et la substance. Mais il faut comprendre cette conjonction comme une chaîne de contact. Le premier altérant et l'altéré qui en est le plus proche sont immédiatement conjoints selon la substance et la virtus, et il en va de même du milieu
qui est immédiatement conjoint selon la substance et la virtus avec le dernier altéré. Donc le premier altérant n'est pas conjoint selon la substance au dernier altéré, mais il l'est par la médiation de cette chaîne. L'action par influx à distance n'est donc pas sans contact substantiel. Alors, bien que les questionnes supralibrum de causis n'aillent pas aussi loin que les commentaires sur la physique, je pense qu'on peut opérer un rapprochement. Or, en ce sens, la distance devrait se référer, dans les questionnes du Liber de causis, cette fois-ci, à la somme des parties du milieu et du patient dans laquelle la virtus doit être successivement engendrée ou multipliée pour atteindre la dite profondeur du patient. Cela demande quelques mots d'explication sur la multiplication et je vais bientôt y venir. Auparavant, si j'ai encore le temps, je voudrais mentionner un autre passage des questionnes, comme je vous l'avais annoncé, où apparaît également le recouvrement de l'action par la substance par celle d'un flux. Il s'agit du cas de la forme. La forme agit-elle par la substance ou par un flux? Cette fois, l'action par la substance signifie l'action par la présence de l'agent plutôt que par contact des surfaces. Toute forme est présente à tout son composé et agit par cette présence instantanément et simultanément dans toutes les parties du composé. Bacon prend le cas de l'âme. L'âme agit sur le corps en lui étant partout présente. Elle n'est pas située dans l'une ou l'autre des parties du corps. N'étant distante d'aucune de ces parties, elle devrait logiquement être rangée sous la catégorie de l'action par la substance au sens de l'action par la présence. L'action de l'âme sur le corps serait donc un cas typique d'action par la substance, puisque l'âme est unie par sa présence à l'ensemble du composé. Mais un argument contraire pose que l'âme est plus présente dans une partie du corps que dans une autre, parce que cette partie est plus noble que d'autres parties du même corps, comme les membres. Donc, par exemple, l'âme est dans le cœur plutôt que dans les membres. Or, cette plus grande présence la rend en un certain sens distante des autres parties, si bien qu'elle peut être dite influer des virtus vers elle. Alors, la réponse de Bacon est assez surprenante. Loin de rejeter cet argument, il l'englobe dans une explication plus générale qui confère à la forme la possibilité d'agir par un flux, dans les deux sens. En effet, au premier sens, la forme peut être considérée comme un être ajouté, donc pas comme l'acte de la matière, mais comme un hoc aliquid, un esse additum, qui est présent de manière plus importante dans une partie du corps ou du composé que dans les autres parties. En ce sens, elle peut influer des virtus parce qu'elle est à distance de ces autres parties. Au second sens, la forme, prise dans son sens classique d'acte de la matière, peut elle aussi être dite agir par un flux de virtus. Alors, bien entendu, la forme comme acte de la matière n'est pas à distance d'une quelconque partie du composé, puisqu'elle est simultanément présente à toutes les parties, mais elle est prise ici comme la dernière forme perfective qui accomplit la substance dans sa perfection. Et c'est en ce sens qu'elle est appelée virtus. Bon. La subtilité, c'est de distinguer deux sens de virtus. La virtus, comme on l'a vu jusqu'à présent, dans un sens implicite, qui était la species ou la virtus, on reviendra peut-être tout à l'heure sur ces distinctions de vocabulaire, mais émise, et la virtus entendue ici comme forme dernière, ultime, qui parfait le composé. Si nous reprenons à présent les deux passages que nous avons analysés, donc sur les causes universelles et particulières et sur la forme, où j'ai tenté de montrer qu'il y avait recouvrement de l'action par la substance par l'action par un flux, on peut momentanément conclure qu'il y a un influx au sens propre, qui est l'influx de virtus au sens d'une émission à distance de la profondeur du patient. En ce sens, toute cause universelle, efficiente, donc universelle ou particulière, influe des virtus, mais de même, la forme, entendue comme être ajoutée dans le composé, peut influer des virtus à distance des autres parties du composé. Est appelé influx au sens large, l'influx de la forme au sein du composé, dans la mesure où cette forme diffuse son essence à tout le composé. Bon, donc on peut conclure, je pense sans trop d'exagération, à un recouvrement de l'action par la substance, par l'action par un flux, mais, et c'est ce que j'espère avoir pu montrer, sans pour autant exclure cette action par la substance. C'est ici qu'il faut un complément d'explication, et que j'en viens à la dernière partie de l'exposé, qui concerne en fait le deuxième critère
de distinction entre les deux types d'actions, par la substance et par la virtus, qui est l'intermédiaire dans l'action par un flux, et qui va nous permettre de développer quelques éléments sur la notion de multiplication. Alors, au risque d'être déçu, les questionnaires ne donnent pas de description détaillée de la multiplication des species, en tout cas pas comme dans le De Multiplicatione Specierum plus tardif de Roger Bacon. Le terme semble plutôt qualifier que définir un processus dont les rouages restent dans l'ombre, je dirais. Si on veut aller dans le détail, on serait déçu. Et de manière encore plus frustrante, et pour une raison que je ne m'explique pas, les questionnaires du pseudo-Henri, qui, eux, soutiennent d'entrée de jeu qu'il y a un flux de virtus, c'est-à-dire multiplication de species, vous avez la citation sur la diapo, ne donnent quant à elles aucune explication de ce qu'est la multiplication. Alors, l'usage que fait Bacon, je vais me centrer sur Bacon, de cette multiplication est assez prudent. En effet, le terme n'apparaît qu'au moment où il est question de l'influx de species corporelles et de la connaissance des choses sensibles par l'âme intellective. Ce passage fait partie d'un bloc plus large de questions relatives à l'activité cognitive des intelligences et de l'âme intellective, et où on découvre une référence à la perspectiva de Alhazen, qui est totalement absente des questionnaires du pseudo-Henri. Alors, le saut conceptuel qui nous fait passer de la génération à la cognition s'explique par le cadre exemplariste des questionnaires, puisque l'intelligence ne peut produire que les choses dont elle a les formes exemplaires. La comparaison est faite entre une vision corporelle et la vision intellectuelle ou spirituelle. La vision corporelle est conviée au moment où il est question d'expliquer la vision spirituelle, de la même manière que la vision corporelle suppose que le sensible soit à distance pour être vu. La vision intellectuelle exige que son objet soit à distance. Dès lors, l'intelligence est dite intelligée par des species et non par la substance. Cette distance est comblée, pour ainsi dire, par la multiplication ou l'engendrement de species dans le milieu, ce qui se traduit au niveau de l'intelligence par un influx. Alors, malheureusement, il n'y a pas de définition concrète de cette multiplication, sauf à recourir à d'autres traités, mais dont il faudrait montrer le lien, par exemple les traités sur la physique, mais il y a quelques indices dans les questionnaires à propos de la nature des species, et donc ils vont pouvoir un petit peu alimenter la définition. Tout d'abord, la species émise est à l'image de l'agent corporel qui l'émet. En ce sens, comme toute substance pour Bacon est composée de matière et de forme, cela veut dire que la species sera composée de matière et de forme. Quelle matière? C'est là toute la question. Or, les species sont nécessaires à l'intellection, puisque les choses sensibles ne peuvent pas être reçues en substance dans l'intelligence ou l'âme intellective, mais seulement par leurs species. Donc, les dimensions des species devront être compatibles avec celles de l'âme intellective. Bacon avance alors l'idée selon laquelle les species n'ont pas les dimensions quantitatives ou terminées qui sont propres au corps, mais des dimensions qui sont semblables à celles que possède la matière première non encore informée, donc tout à fait simple, plus simple que l'âme elle-même, c'est-à-dire des dimensions non terminées. Cette matérialité d'un type très particulier, une matière non terminée, qui est appelée matérialité sous l'être spirituel, dit Bacon, fait de la species un être incomplet, non réel comme peut l'être la substance corporelle, à laquelle elle est pourtant, à tous égards, semblable. Surtout, et c'est cela qui nous intéresse, cette matérialité rend possible sa multiplication. En effet, si elle était entièrement corporelle, elle ne pourrait se multiplier pour des raisons qui sont liées à la superposition des corps. Si elle était entièrement spirituelle, comme une forme sans matière, elle ne pourrait rien transmuer. Or, elle est le vecteur de l'agentivité de l'agent. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette matière sous l'être spirituel suffit, dans le traité plus tardif du De Multiplicatione Specierum, à considérer que l'action naturelle s'opère comme une propagation de species qui dépasse la distinction entre l'action par la substance et l'action par la virtus. En effet, pour reprendre de manière résumée le propos de De Multiplicatione Specierum, l'espèce n'est ni émise, ni créée ex nihilo, elle n'est pas non plus imprimée dans le patient, elle est éduite de la potentialité présente dans la matière du patient. Or, cette éduction a lieu dès le premier contact avec la première partie du milieu,
aussi petite soit cette partie. Ce contact n'est plus vraiment un contact par la substance, puisque la division par partie du milieu et du patient rend caduque la division entre la surface et la profondeur. L'espèce est directement engendrée dès le premier contact avec l'agent et se propage ainsi de partie en partie, en conservant et en perpétuant la force active de l'agent qui l'a induite, jusqu'à transformer complètement le patient. En quelque sorte, même si le démultiplicationniste Peck-Hierome ne le dit pas, mais l'action par propagation est à la fois une action par la substance et une action par un flux. Bacon considère la distinction comme caduque, mais on pourrait considérer qu'elle englobe les deux cas de figure. Or, c'est ce que n'assument pas les questionnes sur le liberlicosis. Toutefois, je conclus, comme nous venons de le voir, les questionnes ne défendent pas le point de vue d'une action à distance au sens strict. Si tel était le cas, l'action à distance devrait être instantanée, au contraire de ce qu'affirme Bacon, qui voit dans le processus de multiplication un processus temporel. Et si tel était le cas, toute substance créée pourrait influer, comme le fait la cause première, par une création sans intermédiaire, ce que Bacon refuse. Alors, il serait intéressant de poursuivre ces recherches, et tant d'autres, bien entendu, pour compléter l'exposé, notamment concernant le cadre néoplatonicien du développement de cette action par un flux, et notamment concernant la notion de puissance. Il serait également indispensable de mener une étude sur la genèse de la distinction entre l'action par la substance et l'action par un flux, parce que dans les textes antérieurs à ceux de Bacon et du pseudo-Henry, on trouve de très multiples occurrences de l'expression per substantiam, secundum substantiam, qui signifie en fait selon l'essence, secundum substantiam étant différencié de, par exemple, la relation, ou bien étant utilisé dans le contexte trinitaire, définir un influx à la manière néo-platonicienne. Donc, il serait vraiment très intéressant de voir où et quand commence cette distinction et pour quelles raisons, quels en sont les enjeux. C'est ce que je n'ai pas pu faire ici. Mais donc, j'espère néanmoins avoir pu apporter un éclairage ponctuel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.